Bonsoir Guillaume Pelletier, vous êtes conseiller opinion de l'UMP. Bonsoir Malek Bouti, membre du bureau national du Parti socialiste. Merci à tous les deux de nous retrouver le mardi soir. Alors évidemment, le mot à la mode, c'est Made in France, produit en France, acheté français. Enfin, il y a beaucoup de nuances là-dessus. Nicolas Sarkozy était en Savoie dans l'usine Rossignol. Je voudrais qu'on écoute plusieurs regards sur cette fameuse étiquette Made in France. La France, c'est une belle marque. Être fabriqué par des ouvriers français, c'est une garantie. Nous ne produisons plus en France. Là est la première cause de tous nos maux. C'est bien gentil, ces annonces de consommer français. Mais au lieu de ressortir des vieux slogans des années 70, il vaudrait mieux aujourd'hui investir dans le développement. La France est en retard sur l'investissement, la recherche et le développement. Ces slogans sont des slogans électoraux qui visent à draguer une certaine clientèle, mais qui n'ont aucune signification politique et qui sont complètement dépassés. Alors, c'est dépassé, acheter français, produire français, made in France? Ah non, c'est à mon avis, l'enjeu clé des 10 ou 15 prochaines années. Si on veut une nouvelle France dans une nouvelle Europe, dans un nouveau monde, il va falloir produire français et fabriquer en France, évidemment. Alors, je trouve François Chérec un peu dur parce que, évidemment, ce sont des slogans de campagne, évidemment. Hein, voilà. Mais si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 ou 30 ans? On nous a dit où la mondialisation est heureuse, et en fin de compte, c'est un mensonge, ou il faut ériger des barrières douanières étriquées au niveau national, et c'est une utopie parce que ça ne marche pas, on vit dans un monde global. Et donc il y a une troisième voie, qui est celle qui est évoquée là par Nicolas Sarkozy et par d'autres ténors politiques, c'est la réponse à la mondialisation, si on veut l'encadrer, c'est le patriotisme, qu'il soit industriel ou économique, et ça passe entre autres par le fabriquer en France. Oui, moi je suis sceptique, je pense qu'il y a une partie du problème qui est vraie, qui est le fait qu'on a abandonné à un moment, il y avait une sorte d'idée que le reste du monde aurait des usines et nous, on serait une société de service. En fait, on irait tous dans des bureaux avec des attachés-caisses et on se rend compte qu'en fait, on a besoin d'une industrie ne serait-ce que pour des raisons de souveraineté, d'autonomie, de ne pas dépendre des autres. Surtout quand la concurrence devient de plus en plus déloyale, compte faire la Chine, compte faire la manière dont leur monnaie est déséquilibrée, etc. Maintenant, je vais repartir d'un problème très simple pour le consommateur. Mais vous savez que Made in France, ça n'existe plus. Ça ne se lit plus. Oui, c'est Made in Communauté européenne. Et c'est même interdit dans les textes de l'Union européenne. Et donc, c'est toute l'ambiguïté, toute la difficulté, au-delà du slogan électoral, c'est que la réponse, elle sera une réponse européenne ou elle ne sera pas. Il ne faut pas rêver. Et parce que le consommateur, il veut bien acheter français, mais il ne veut pas acheter 3 fois le prix à même produit. Donc, on va tomber dans des logiques économiques imparables. Les socialistes avaient connu ça en 1983, avec la fameuse affaire des magnétoscopes de Poitiers, qui c'était déjà l'Asie. Donc, je pense que autant il y a une prise de conscience, autant on voit aujourd'hui qu'il y a un problème de perspective, de solution. Et je pense que la solution qu'on met en avant, les grandes envolées lyriques, elles démontrent quoi? Elles démontrent quand même le fait que sur le champ européen, parce que c'est ça la vraie question, on gère l'urgence, mais on n'a pas aujourd'hui d'hommes d'État qui ont ouvert une perspective. Et c'est là où, à mon avis, le débat politique est important. Alors, sur ce sujet-là, à mon avis, il faut de toute façon... les idéologies, c'est fini. Hein. Le capitalisme, le socialisme, le libéralisme... On faut tourner la page. Vous pouvez même tomber d'accord. Non, mais en gros. non. Je pense que si... En tout cas, une France... Le capitalisme, c'est fini, ça se voit. Une France qui n'aurait pas ni d'agriculture, ni d'industrie, ça ne peut pas marcher. On a besoin, pour des questions d'emploi, de pouvoir d'achat et de souveraineté, comme Malek l'a dit, de ces deux outils. Pendant 20 ans ou 30 ans, moi je me souviens, j'ai commencé comme professeur d'histoire-géographie, on nous disait l'agriculture, c'est fini. Et maintenant, il y a 7 milliards d'individus à nourrir. Évidemment qu'on a besoin d'agriculture, et l'agriculture française, dans ce contexte mondial, est un atout extraordinaire. Sur l'industrie, il faut faire preuve de pragmatisme. On a besoin évidemment de l'Europe, parce qu'il y a plusieurs... On est plus fort. Et là, il faut imaginer comment, sur la base de la réciprocité, on invente une protection douanière aux frontières de l'Union européenne, évidemment par rapport à des produits comme venant de Chine, d'Inde ou de Brésil qui n'ont pas les mêmes normes sociales et environnementales que nous. Mais je pense que sur le plan symbolique, et la symbolique est importante en politique, l'idée mise en place par le gouvernement, d'ailleurs français, il y a quelques mois, au printemps 2011, de l'appellation d'origine France. Garantie. C'est 50% de la valeur ajoutée qui a été fabriquée en France pour l'automobile, pour les biotechnologies, pour l'aéronautique. C'est extrêmement important et ça peut marcher. Alors on sait évidemment dans un contexte de crise que le pouvoir d'achat et le prix c'est essentiel. Voilà. Mais si symboliquement c'est pas inintéressant. On sait qu'aujourd'hui il y a 27% des Français, c'est très minoritaire mais c'est pas inintéressant. Non mais il faut me laisser une seconde parler parce que sinon je vous laisse comme invité unique, ce sera très sympa. Non. Il y a quand même une dimension politique qui m'échappe pas. Quand le système économique est en crise, il appelle à l'union nationale.
C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà qu'on est devant de telles difficultés que tout le monde devrait se rassembler et il n'y aurait plus de différence. Comme vous l'avez dit, tout le monde est français, bien sûr. Mais sur les 20 dernières années, toutes les richesses qui ont été produites, parce qu'on a produit quand même énormément de richesses, tout au long de ces années-là, l'écart entre les revenus du capital et du travail n'ont cessé de s'accroître. Donc, ceux qui aujourd'hui souffrent de cette situation, que les choses soient claires, ce n'est pas ceux qui ont bénéficié du bouclier fiscal, ce sont les salariés. Donc, avant de faire l'union nationale, il faut aussi rétablir des règles sociales. Parce que ce discours-là, aujourd'hui, sur le Made in France, prépare un autre discours qui va arriver dans la campagne, qui est l'union nationale derrière les règles, derrière le président, parce que finalement, il n'y aurait plus rien de possible. La seule politique possible, c'est celle du président. Enfin, et donc, tout le monde devrait être derrière. Vous êtes d'accord? Mais comme souvent, avec vous dites, je suis d'accord sur le constat, mais pas du tout sur les causes. Sur ces sujets-là, évidemment que l'écart entre capital et travail s'est accru pendant 30 ans et qu'effectivement, ni François Mitterrand, ni Édouard Balladur, ni Jospin, ni Jacques Chirac n'ont trouvé de solution. Et moi, ce que je pense, c'est que depuis 2007, s'il y en a bien un, malgré ses insuffisances, malgré les maladresses, qui a essayé de faire des choses sur le capital, sur le travail, sur la taxation des hauts revenus, sur la taxation des entreprises du CAC 40, sur une mondialisation régulée, c'est bien Nicolas Sarkozy. Je suis désolé de vous dire, c'est absolument faux. C'est pas exactement ça. Le premier acte de la mandature de Nicolas Sarkozy, c'est un bouclier fiscal pour protéger les plus riches de l'impôt. Alors, on reviendra pas là, on va pas refaire l'histoire. C'est pas pour les riches, c'est pour les ouvriers et les employés. On va pas tout faire toute l'histoire du quinquennat, on a tout le temps de la campagne électorale. Je veux revenir à l'actualité de politique intérieure française avec cette phrase de Bernard Debré contre Rachida Dati. Cette diva, parce que c'est pas autre chose qu'une diva, de quoi veut-elle, encore une fois, elle mérite qu'on lui demande sa démission. Voilà, il y va fort, enfin, ça dégénère sérieusement là. Pour pas faire de langue de bois, franchement, quelle image donner de la politique aux Français en général, aux nouvelles générations. Alors là, c'est la droite, parfois c'est la gauche. Je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur. Et c'est pas comme ça qu'on va réconcilier les Français avec la politique, pour le coup. On a besoin à Paris, évidemment, de candidats solides dans la perspective de 2014. François Fillon est un Premier ministre qui a fait ses preuves. En même temps, Rachida Dati, depuis 2007, aussi a des qualités et un talent à faire valoir. Si on pouvait sortir de ces guerres intestines qui n'apportent rien au débat, on apporterait un bon bol d'air frais, je trouve. Ben, moi, je vais vous dire une chose, j'aime bien Bernard Debré, mais sur le coup, moi, je trouve que Rachida Dati, elle a un argument qui est imparable. Tant que c'était à la mode, on l'a mis devant. On l'a chouchouté. On l'a amené au ministère de la Justice. On l'a investi dans le 7e arrondissement. Et tout d'un coup, on lui dit « Écoute, Rachida, les temps ont changé. Faut que tu t'en ailles et que tu laisses les places. » Elle est députée européenne. Oui, elle est députée européenne. Mais dans le monde politique, on ne peut pas dire que ce soit un grand tremplin pour l'avenir. En général, pour certains, en tout cas, pas pour tous, certains sont très travailleurs, mais pour certains, c'est la voie de garage. Et je comprends, moi, la combativité de Rachida Dati. Je n'ai pas à m'en mêler, ce n'est pas mes affaires, mais je comprends sa combativité. Et je crois que c'est là, sur le coup, les jeunes générations, dans votre parti comme dans le mien, devraient comprendre une chose. Ce qu'on fait à Rachida, on le fait à beaucoup d'autres. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi un Premier ministre qui a été élu pendant 30 ans dans la Sarthe, tout d'un coup se dit, puisque je veux prendre la ville de Paris, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Elle a quand même des arguments extrêmement fondés. Là encore, pour le coup, on est d'accord, vous en avez été victime, moi aussi, Rachida aussi, mais je pense qu'on a tout à gagner, nous, à démontrer qu'on veut s'implanter dans des territoires qui sont compliqués. Moi, par exemple, je serais candidat probablement aux élections législatives à Tours. C'est une circonscription de gauche. La ville est à gauche, le département est à gauche, la région est à gauche. Tout est à reconquérir. C'est ça qui est intéressant dans la politique. Quand on a envie de démontrer des convictions fortes, c'est dans des territoires un peu compliqués. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Pendant que d'autres n'ont jamais leur preuve à faire et eux déroulent tranquillement leur carrière. On est bien d'accord. Voilà. Bon, voilà, l'accord entre deux jeunes de la jeune génération, de droite et de gauche, c'est intéressant. Juste un petit mot sur la popularité de François Bayrou qui dépasse celle de François Hollande depuis quelques jours. C'est un démarrage en fanfare. Oui, d'ailleurs, moi j'ai remarqué l'ambiguïté du propos, je ne parle pas du vôtre, qui est extrêmement clair, puisque vous avez parlé de popularité, alors que ce matin, tous les médias parlaient des sondages de François Bayrou. Vous disiez, tiens, c'est les électeurs, comment une telle percée? Il est normal que quand tout démarrage de campagne, vous commencez par avoir un petit rebond. C'est le cas pour Martine Aubry d'ailleurs. Au moment de la déclaration de tous les candidats. Par contre, quand vous êtes dans la bagarre, ça clive un peu. Donc, moi, je pense que le problème de François Bayrou, il est extrêmement clair, il est simple, il se résume à un seul point. C'est qu'en fait, il n'est pas nouveau comme candidat à la présidentielle. Il a déjà fait le coup en 2007. Il a été l'homme qui a décidé d'un certain point de vue de l'issue de cette élection. Et donc, du point de vue en tout cas de la gauche, on sait où ranger Bayrou. La vérité, c'est qu'il n'est pas au centre. Il est peut-être sur l'aile gauche, mais
à mon avis, il est membre de la majorité actuelle. C'est vrai que toute son histoire et tout son parcours, c'est plutôt l'histoire du centre droit. Et on le voit très bien dans sa dernière intervention télévisée jeudi dernier. Il attaque davantage François Hollande que Nicolas Sarkozy. Quand il parle du projet insoutenable du PS, c'est quand même assez violent. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'est Alain Marchal, maintenant, il est 20h.